Moi, c'est Nathalie. À plus de 50 ans et après des moments difficiles, j'ai décidé de me reprendre sérieusement en main pour enfin créer la vie de mes rêves. Je documente tout ici et je vous embarque dans l'aventure. J'ai trop souvent fait passer les autres avant, en oubliant la voix qui criait dedans. Je me suis tue pour rester aimée, me suis perdue pour ne pas déranger. Mais aujourd'hui, je m'écoute enfin à ma vraie vie. Je tends la main, c'est le déclic. Je renais ici, je me choisis, je suis ma priorité. Je crée la vie que je vois en moi. J'incarne la femme que je suis déjà. J'ai compris que m'aimer était vital, que me respecter n'est pas un scandale. Je ne veux plus jamais m'abandonner, même quand le monde me fera douter. Je me promets de rester fidèle à mes rêves, à mon essentiel. C'est le déclic, je renais ici, je me choisis, je suis ma priorité. Je crée la vie que je vois en moi. J'incarne la femme que je suis déjà. Et si un jour j'ai peur, si je vacille, je me souviendrai pourquoi je brille. Je serai mon refuge, mon abri, mon amour sûr, mon plus grand oui. C'est un nouveau départ, un pacte avec moi. Je ne me quitte plus, plus jamais cette fois. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez aimé ma petite chanson là juste avant? J'ai créé avec l'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça amusant d'avoir une musique personnalisée pour accompagner ce début de vidéo. D'ailleurs, c'est pas juste une chanson, hein. C'est la promesse que je me suis faite et que je compte bien tenir à partir de maintenant. Du coup, comme je dis dans les paroles, et pour faire suite à ma dernière vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous mets le lien juste ici. Regardez-la, c'est un peu comme la vidéo Racine. Elle est importante pour comprendre le pourquoi de cette série de vlogs que j'ai d'ailleurs décidé d'appeler « En chemin vers ma vraie vie ». Par contre, trigger warning, si vous êtes sensible, elle parle aussi du deuil animal. Donc voilà, vous êtes au courant. Donc comme je le dis dans les paroles de la chanson, j'ai vraiment pris la décision de me choisir, de me faire passer en priorité, de créer la vie dont j'ai la vision depuis longtemps et d'incarner la femme que je sens être au plus profond de moi. Après m'être efforcée pendant des années, trop d'années, à rentrer dans des cases qui ne me correspondaient pas, à me plier à des injonctions qui ne m'appartenaient pas, à des règles dictées par la société et le patriarcat même. Hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bref, des années à essayer de m'adapter tant bien que mal à une vie qui ne me convenait pas et qui ne m'épanouissait pas. En apparence, c'était loin d'être une vie horrible, hein, mais elle ne me comble pas suffisamment cette vie que je mène. Elle ne m'anime pas au quotidien et surtout, elle ne me nourrit plus. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, je veux plus, je veux mieux. Mon corps, en étant de moins en moins en bonne santé au fil des années, m'a pourtant montré à quel point j'étais pas alignée avec mon vrai moi à l'intérieur.
Mais même si j'étais lucide et même si j'ai essayé plusieurs fois de me réaligner, j'avais du mal à véritablement inverser la tendance. Je pense que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Il y a un moment où on se sent tellement englué dans nos modes de fonctionnement et dans notre réalité actuelle que même quand on prend conscience que les choses doivent bouger, qu'on doit faire de nouveaux choix, qu'on doit imposer, entre guillemets, aux autres une nouvelle version de nous, c'est pas aussi facile que ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a trop à faire, qu'il y a trop de choses à révolutionner d'un coup, et on sait pas par où commencer. Tout paraît limite insurmontable, et en quelque sorte, on se résigne à rester dans une vie dans laquelle on s'est enfermé des années auparavant, parce que, même si elle ne nous convient pas totalement, c'est ce qu'on connaît. Et y rester, ça a au moins le mérite d'être rassurant. Et c'est ce qui demande le moins d'efforts, en tout cas. Et on sait que notre cerveau, il est partisan du moindre effort, et il n'aime pas le changement. Il fait tout pour qu'on reste en sécurité dans ce qui est connu et rassurant. Mais moi, j'ai pas envie de me résigner. Et j'ai pas envie que vous non plus, quel que soit votre âge, vous résigniez forcément. On a le pouvoir de tout changer, ça j'en ai la certitude, ça fait partie de mes croyances sur la vie. On a le droit d'exister pleinement, on a même le droit, pour pas dire le devoir, de créer une vie qu'on adore sur tous les plans, dans tous les domaines. Une vie qu'on kiffe grave, comme disent les jeunes. Et si ça vous dit, on va se reprendre en main ensemble. Alors, il n'y a pas de meilleur moment pour prendre cette décision, on peut le faire n'importe quand. Mais il faut bien avouer que le changement d'année est quand même une période stimulante et propice à mettre tout ça à plat pour repartir sur de nouvelles bases. Alors on va en profiter, tant qu'à faire. On ne va pas se priver de cette énergie de renouveau qui est naturellement présente en ce début de mois de janvier. Bon, j'imagine que vous aussi, vous prenez cet engagement tous les ans au 1er janvier, peut-être même aussi à la rentrée scolaire de septembre, pas vrai ? On se dit que nouvelle année qui commence égale nouveau chapitre qui s'ouvre, des pages blanches à écrire, cette fois-ci c'est la bonne, cette année c'est mon année, blablabla. On se sait, vous connaissez la chanson. Et pourtant, dites-moi si je me trompe, mais en général, chaque année, on retombe dans les mêmes schémas. Et ça, malgré notre lucidité sur ce qui devrait changer, malgré notre envie d'y arriver, malgré les choses qu'on essaie de mettre en place, malgré les efforts qu'on déploie et la discipline qu'on essaie de s'imposer. Bref, malgré notre intelligence, notre bonne volonté et notre envie sincère que les choses soient différentes, il faut se rendre à l'évidence, pour la majorité d'entre nous en tout cas, on en est toujours plus ou moins au même point des années plus tard. Alors, pour que 2026 soit une année différente, mesdames, va falloir qu'on fasse autrement. Au moment même où je vous parle, YouTube pullule de vidéos de motivation, de bilan, de résolution, où on nous parle de poser des intentions, où on nous pousse à nous fixer des objectifs, à mettre en place des routines, à envisager de nouvelles habitudes, à s'organiser comme jamais, à faire des efforts pour devenir la fameuse meilleure version de nous-mêmes. On nous invite à mettre des plans en place pour enfin changer de vie, à les suivre scrupuleusement, etc. Ouais, c'est super motivant sur le moment. Et moi-même, j'adore regarder ces vidéos, alors que je sais pourtant très bien que c'est finalement que du blabla, que je ne sais pas appliquer concrètement dans ma vie. Et bien sûr qu'il y a des gens qui se créent au fil des années la vie dont ils rêvent avec ce type de mentalité très dans le contrôle, action, et grand bien leur face. Je veux certainement pas les juger et les critiquer, mais ça convient pas à tout le monde. Et surtout, ça correspond pas à ma vision de la vie, où on force en quelque sorte la réalité physique à changer à grands coups d'efforts et d'actions disciplinées, répétées. Moi, je vous le dis tout de suite, je veux rien de tout ça. Je pense pas que ce soit adapté aux femmes de ma génération qui ont quand même été éduquées avec certains conditionnements, qui ont été élevées par des mères qui, pour une majorité, étaient mères au foyer et n'avaient pas d'indépendance financière, ou même si elles travaillaient déjà à cette époque, étaient en tout cas toujours dans ce schéma de la femme qui se sacrifie, qui s'occupe de la famille, des tâches ménagères. Voilà. Moi, je veux pas d'un énième cadre rigide qui me dirait comment je devrais changer de vie et qui soit en fait une prison. Je veux pas d'objectifs super précis, stricts, chiffrés, qui deviennent une nouvelle source de pression quotidienne et qui me procurent au final un sentiment d'urgence permanent. Je veux pas de liste interminable de résolutions qu'on abandonne de toute façon au bout de 3 semaines et qui finissent surtout par nous donner l'impression qu'on est encore une fois pas assez discipliné, pas assez constante, pas assez impliquée, pas assez forte, et j'en passe, et qui renforcent cette idée de nous-mêmes année après année.
Non, c'est pas question que je retombe dans ce piège-là. J'ai déjà donné, j'ai déjà fait, j'ai vu les résultats, ou plutôt l'absence de résultats. Donc il y a un moment, hein, voilà, moi j'ai jamais tellement fonctionné au coup de pied aux fesses, mais là, à 52 ans, avec tout ce que j'ai traversé cette dernière décennie, notamment au niveau maladie, je suis à un âge où j'ai encore moins envie de me sentir poussée, pressée, obligée, dans cette énergie très masculine, hein, de performer, de me dépasser, de prouver ma valeur, en permanence en compétition avec le monde. J'ai pas envie de sentir la culpabilité parce que j'ai pas accompli ci ou ça ou pas assez vite. J'ai rien à prouver à personne. Je suis pas en retard. Ce que je veux accomplir, ce qui fait vibrer mon cœur, j'ai pas seulement une année de 12 mois pour le faire, j'ai une vie entière. Alors je veux plus adhérer au principe aussi positif et motivant se veuille-t-il à la base, mais qui risque finalement de renforcer le sentiment que je suis pas assez ou pas assez bien. Parce que soyons honnêtes, 2 minutes, vous et moi, le problème, c'est pas qu'on manque de volonté, on est d'accord. C'est pas qu'on sait pas quoi faire. Et c'est certainement pas qu'on n'est pas assez capable, pas assez organisée ou trop paresseuse. L'erreur, à mon sens, que font presque toutes les femmes de ma génération quand elles veulent se créer leur vie de rêve après avoir pris conscience qu'elles vivaient à côté de leur basket depuis des années, c'est pas de manquer de détermination ou de pas en faire assez, ni de pas suffisamment savoir ce qu'elles veulent ou de pas y croire suffisamment fort. L'erreur la plus fatale, c'est d'essayer de créer une nouvelle vie à l'extérieur sans changer qui elles sont à l'intérieur. On se fixe de nouveaux objectifs, ok, mais on garde la même identité. On reste la même personne que les années précédentes où on n'a pas réussi à changer de vie. Vous voyez un peu le paradoxe ? On essaie de modifier ce qu'on fait au quotidien, à grands coups de motivation et de discipline, mais pas ce qu'on croit profondément être possible pour nous. Alors on change éventuellement nos actions, et en se faisant violence, parce que forcément ça demande des efforts d'agir différemment alors qu'on est toujours la même personne. Mais ces actions, on les fait avec la même énergie intérieure, le même état d'esprit qu'avant. Et c'est souvent inconscient d'ailleurs. C'est ça qui nous limite en réalité. C'est tout ce qu'on croit sur nous, plus ou moins inconsciemment, nos fameux conditionnements, et qui pour la plupart se sont mis en place dans notre subconscient avant nos 7 ans. Bref, du coup, on essaie de bâtir une vie différente presque du jour au lendemain, avec les mêmes schémas, les mêmes réflexes automatiques, les mêmes conditionnements, les mêmes peurs, les mêmes blessures, les mêmes renoncements à nous-mêmes, les mêmes réactions émotionnelles, les mêmes pensées qui se répètent en boucle. En fait, on essaie de changer notre vie sans changer la personne qu'on est à l'intérieur. Donc chaque année, on se fixe des objectifs. Depuis la même identité, lasse, fatiguée, souvent frustrée, on espère notre vie va changer en restant la même femme qui s'est oubliée pendant des années. Cette femme qui a toujours appris à faire passer les autres avant elle, la même femme qui doute, qui manque de confiance en elle, qui culpabilise dès qu'elle fait un truc pour elle. Et le 1er janvier, on lui demande d'un coup de faire tout différemment de d'habitude, en comptant sur sa motivation ou sa discipline. Ben forcément que ça tient pas. Quand vous regardez les choses comme ça, avec le recul nécessaire, je suis sûre que vous trouvez ça évident. Une même graine donnera toujours la même récolte. Même si on la ressème année après année avec plein d'espoir et en se faisant la promesse que cette fois le résultat sera différent. Mais si c'est la même graine, ça donnera toujours la même récolte. Point. Il n'y a pas de débat possible en fait. Le problème, c'est pas la météo, la nature du sol, l'environnement ou je ne sais quoi. Le problème, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est juste qu'on essaie d'obtenir des roses alors qu'on sème des graines de carottes. Vous pourrez changer toutes les actions du quotidien, le moment de l'année ou de la journée où vous semez. Vous pourrez vous tenir sur un pied, chanter à la pleine lune, modifier la quantité d'arrosage, etc. Si vous mettez en terre la même graine de carotte que les autres fois, vous obtiendrez la même chose que les autres fois. Des carottes et pas des roses. Pas parce que vous ne faites pas assez, mais parce que ce que vous récoltez, c'est la conséquence, le résultat de ce que vous semez. Et ce que personne ne nous apprend vraiment, c'est que notre vie, c'est la même chose. Le monde physique qui nous entoure, la récolte, c'est la conséquence visible, matérialisée, de notre état d'être, la graine. Notre vie, c'est le reflet de notre identité. Concrètement, c'est le reflet de la femme qu'on croit être, de la place qu'on pense mériter, de ce qu'on s'autorise ou pas à ressentir, à vivre et à recevoir de la vie. Donc la clé, elle est là. On ne crée pas sa vie de rêve en faisant plus ou même en essayant de faire différemment.
on la crée en devenant quelqu'un de différent. Vous voyez la nuance ? La question, c'est donc pas « Quels sont mes objectifs pour l'année 2026 ?» ou pour dans 6 mois ou dans 5 ans, que sais-je. La vraie question, c'est « Qui ai-je envie d'être profondément à partir de maintenant ?» Et surtout, qui est cette femme qui serait déjà en train de vivre la vie que je dis vouloir ? Ça vous paraît peut-être un peu du chipotage comme ça, une subtilité pas importante, mais pourtant, je vous assure, c'est ça qui fait toute la différence. Alors certes, il faut savoir ce qu'on a envie de vivre, mais ensuite, au lieu de se demander « que dois-je faire pour y arriver ?», il faut plutôt se demander « qui dois-je être pour y parvenir ?» Donc voilà, si vous vous êtes fixé en tout cas ici sur cette chaîne et dans cette série En chemin vers ma vraie vie, on va pas faire comme d'habitude. Je vais pas commencer par des résolutions et des objectifs. Je vais pas commencer par des règles à suivre et à m'imposer. Et je vais pas non plus commencer par des il faut, je dois, des règles. Non. On va explorer une autre voie. Celle de la transformation intérieure. Celle de l'identité. L'identité de la femme que je deviens pas à pas dans chaque domaine de ma vie. Le corps, la santé, les projets, ma contribution au monde, l'argent, l'environnement, lieu de vie, le lifestyle, les relations, le couple, la famille, l'épanouissement personnel. Et non pas pour être parfaite ou pour faire rêver qui que ce soit, hein. C'est pas mon but, ni pour créer une vie instagrammable, enviable, ni pour accomplir un maximum de choses dans ma vie avant de mourir et cocher les cases d'une bucket list à rallonge, et encore moins pour coller à ce qu'on considère comme une vie réussie, mais pour être tout simplement aligné à ce que je suis, ce que je sens être profondément, à chaque instant. C'est ce que j'appelle ma vraie vie. Quand je parle de créer ma vie de rêve, je parle de créer ma vraie vie, la mienne, celle qui me correspond, qui me fait vibrer, qui fait pétiller toutes mes cellules et qui me donne envie de me lever le matin avec le sourire. Peu importe si elle rentre dans des critères ou si elle coche des cases, on est tous uniques, avec une vision unique, des dons uniques, des rêves uniques, donc c'est normal qu'on ait une vie unique. Donc si cette vision-là résonne en vous, alors vous êtes exactement au bon endroit. Sinon, c'est pas grave, vous avez pléthore d'autres vidéos motivation sur YouTube, vous en trouverez forcément qui vous parlent et qui vous correspondent. Pour ma part, je vois beaucoup de jeunes qui parlent en ce moment de loi d'attraction, de manifestation, et je trouve ça super, hein, c'est vraiment très inspirant. Et je pense qu'il y a beaucoup de ces personnes qui parviennent à transformer complètement leur vie en prenant une décision et en posant des actions chaque jour vers leur objectif. Mais il y a beaucoup de gens qui restent sur le carreau, parce qu'on leur a pas expliqué que la première étape, c'est de modifier la graine qu'ils sèment, et pas les actions qu'ils vont mettre en place. Et notamment pour les femmes de ma génération, comme je disais, qui sont nées dans les années 70-80 et les générations d'avant. Je trouve que c'est d'autant plus difficile qu'on a été conditionné à se sacrifier, et quoi qu'on prenne comme décision, si on garde ça en nous, si on le fait à partir de ces conditionnements-là, de ces croyances qu'on doit faire passer les autres avant, ou que c'est égoïste de penser à soi, c'est normal qu'on échoue et qu'on n'y arrive pas. Je vous retrouve 2 bonnes semaines plus tard pour cause de maladie hivernale au sein de cette maison. Et oui, on a eu la grippe, ce qui veut dire que j'ai passé 2 jours au lit, mais surtout, vu que j'étais pas seule à la maison, j'avais pas trop la motivation pour enregistrer des vidéos. J'aime pas qu'on puisse m'entendre pendant que je parle à ma caméra, ça me met super mal à l'aise. Donc écoutez, j'ai mis tout ça de côté. J'en ai profité pour me reposer. Si j'étais vraiment honnête, je pourrais vous dire que ça m'a même donné une bonne excuse. Parce que franchement, ces derniers temps, j'ai la flemme. J'ai l'élan pour rien. Faut que je me pousse pour tout et c'est vraiment quelque chose. Hein. Dites-vous bien que chaque vidéo que j'arrive à préparer, à filmer et monter, publier, c'est une énorme victoire pour moi. Hein. Parce que je suis vraiment pas au top de ma forme physique ni de ma santé mentale. Mais je lâcherai rien, je me le suis promis, j'avance à mon rythme. Le principal pour moi, c'est de ne pas faire de surplace et d'avoir au moins la satisfaction d'aller de l'avant, même si c'est super lentement. Parce que j'aimerais faire plus de vidéos, publier plus souvent qu'une fois tous les 2 mois. Mais c'est comme ça, pour le moment, j'arrive pas à faire plus. Bref, me revoilà aujourd'hui, 4 février, pour terminer ma vidéo. Déjà 4 février, le mois de janvier est déjà passé, quoi. C'est fou.
Statistiquement, c'est le moment de l'année où les bonnes résolutions ont déjà été abandonnées par une grande majorité des gens. Bah, moi, en fait, j'ai pas encore, vraiment rien commencé de concret, donc je risque pas d'avoir abandonné. Mais bon, comme je disais, je suis plus pressée. Je vais y aller, à mon rythme, petit pas par petit pas. Il faut que j'arrête d'être trop exigeante avec moi-même et il faut que je compose aussi avec la maladie, avec la fatigue, avec la flemme qui en découle, la procrastination, le manque d'entrain général depuis plusieurs mois, je dois bien le dire. Donc la pire erreur serait vraiment de me faire croire à moi-même que je suis dans l'urgence et qu'il faut que je charbonne à fond, à fond. Donc concrètement, comment on fait quand on sent que quelque chose doit changer dans notre vie, mais qu'on veut plus mettre la pression avec des objectifs, des listes, des règles strictes? Pour moi, la première étape, c'est pas de décider ce que je vais faire, mais c'est déjà de regarder où j'en suis vraiment là aujourd'hui. Il faut avoir conscience d'où on est, d'où on part, avant de savoir où on va et éventuellement de décider ensuite de comment on y va. Donc cet exercice, c'est pas pour me juger, c'est juste pour porter un regard honnête sur ma vie aujourd'hui en toute neutralité. Tout comme si jamais vous voulez aller à Marseille en voiture, bah pour rentrer votre destination dans votre GPS et calculer l'itinéraire, il faut bien que vous puissiez indiquer votre ville de départ, Lille par exemple. Vous ne le faites pas pour porter un jugement sur Lille. Ouais, c'est une ville de merde, Lille. Je suis si nulle d'être à Lille. Ça va vous servir à rien de vous comporter comme ça si vous voulez aller à Marseille. Juste, vous regardez autour de vous et vous prenez conscience que vous êtes à Lille. Point. C'est ce qui va vous permettre de visualiser où vous voulez aller, Marseille. Et le trajet à prendre en découlera tout naturellement, en fait. Et pour ça, j'aime bien un outil que vous connaissez sûrement, c'est la roue de la vie. Ça se présente comme ça. Vous pouvez la faire ou la télécharger ou télécharger un modèle vierge sur Internet. Et c'est simplement une façon de regarder les différents domaines de notre vie, le corps, la santé, qu'est-ce que j'ai mis, contribution, travail, argent, épanouissement personnel, couple, famille, relations. Vous sectorisez en fait votre vie par domaine, ceux que vous voulez, le nombre que vous voulez. Vous pouvez même très bien décomposer ce qui concerne le corps par exemple en plusieurs sous-domaines. Ça pourrait être votre apparence physique, la santé, la vitalité, enfin bref, c'est vraiment vous qui décidez. Et l'idée, c'est de se demander tout simplement, sur une échelle de 1 à 10, à quel point je me sens satisfaite aujourd'hui dans ce domaine. Vous voyez ici, il y a des petites graduations pour mettre les notes. Et ce qui est important, ce n'est pas le chiffre obtenu en lui-même, hein, ce n'est pas d'avoir des 9 et des 10 partout. C'est de prendre conscience de là où ça circule et de là où ça circule moins bien ou plus du tout. Donc vous pouvez très bien faire cet exercice juste en notant vos domaines sous forme de liste. Hein, santé, 6 sur 10, amour, 8 sur 10, etc. Ça fonctionne aussi. Hein. Mais pour moi, le faire avec cet outil qui est la roue de la vie, bah, je trouve que c'est un peu plus ludique déjà. Et ça permet surtout de rendre ça plus visuel. Et notamment de voir si votre vie elle est équilibrée, c'est-à-dire si votre roue elle tourne rond. Et donc si votre niveau de satisfaction il est à peu près équivalent pour tous les domaines. Ou s'il y en a 2 qui sont au top et puis le reste qui est complètement au ras des pâquerettes, parce qu'on sait que pour qu'une vie soit heureuse et épanouie, il faut que tous les domaines aillent bien en fait. Je vais vous montrer la mienne après, telle qu'elle est aujourd'hui, en février 2026. Pas idéalisée ni embellie, hein, juste honnête. Et si vous avez envie, je vous invite vraiment à le faire, cet exercice pour vous. Tac, crayon, feuille. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire parfaitement, c'est de prendre conscience de là où on en est. Parce que tant qu'on ne regarde pas sa réalité en face, on a tendance à tourner en rond à l'intérieur, en fait. Moi, on voit que ma roue, elle tourne plutôt rond, en fin de compte. Tout est à peu près au même niveau de satisfaction. Donc ça fait une roue à peu près ronde. Mais par contre, c'est une toute petite roue, avec un tout petit diamètre. Et on pourrait dire que je vis petit. En tout cas, tous mes domaines pourraient être largement optimisés. Ce que je trouve important de mentionner aussi, c'est que c'est très subjectif comme exercice. La note que vous vous mettez, votre niveau de satisfaction personnelle, il peut ne pas du tout être lié à ce que vous accomplissez concrètement dans votre vie. Peut-être que de l'extérieur, pour une autre personne, votre vie, elle fait déjà rêver telle qu'elle est. Parce que vous avez un travail stable, vous gagnez correctement votre vie, vous avez une famille unie, des relations non toxiques, un cercle d'amis que vous voyez régulièrement et sur lequel vous pouvez compter. Vous êtes plutôt en bonne forme physique, vous vivez dans une maison sympa, vous n'avez pas de gros problèmes particuliers, bref, tout roule quoi.
Oui, mais si vous, ça vous satisfait pas parce que, comme moi, vous ressentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous aspirez à plus, bah, c'est votre ressenti qui compte dans l'attribution de la note. Allez pas commencer à relativiser, à vous dire: «Ouais, oh je suis pas à plaindre quand même, il y a pire que moi dans la vie. Si je suis pas satisfaite, c'est sûrement parce que je suis trop exigeante», ou je sais pas quoi. Et du coup, vous mettre un 9 alors qu'au fond, vous ressentez un 5. Si vous ressentez de l'insatisfaction, c'est probablement parce que vous ne vivez pas votre vraie vie. Et vous avez tout à fait le droit d'être exigeante et de vouloir plus, ou mieux, ou complètement autre chose. Moi, par exemple, je me sens pas faite pour la vie de Madame Tout-le-Monde. Je dis ça sans critique ni jugement de valeur sur la vie de Madame Tout-le-Monde. Je préférerais d'ailleurs être capable de me contenter d'une vie classique, avec un travail salarié lambda, des sorties entre amis le week-end, profiter des vacances d'été et, en mettant mon cerveau sur pause pendant 3 semaines, avoir une routine stable où tout ronronne parfaitement, le repas de famille le week-end, le ciné entre copines de temps en temps. Je vous jure, il y a une partie de moi qui aimerait tellement être capable de me contenter de ça. Mais j'y arrive pas, ça me nourrit pas. Ou en tout cas, je m'en lasse toujours super vite. Ça me va un petit moment, mais très vite, je ressens le besoin de plus. Je sens qu'il me manque quelque chose. Et je parle pas pour autant de faire des choses extraordinaires, hein, de partir faire un tour du monde, de faire des trucs de dingue au quotidien, d'être tout le temps dans l'action, dans l'effervescence, de devenir une star mondiale. Pas du tout. Mais comme je le disais dans ma vidéo précédente, j'ai besoin de créer des projets, d'accomplir des choses, de partager au monde, de construire, de contribuer. Et c'est tout à fait cohérent avec l'énergie de mon chemin de vie en numérologie qui est le 22. Donc la transition est parfaite. Parlons-en du coup de ce que je veux vraiment dans ma vie. Avec la roue de la vie, j'ai fait le point sur où j'en suis au moment M. Du coup, il est temps maintenant de clarifier ce que je veux vivre. Je sais que dans tel domaine, je suis plus ou moins satisfaite. Eh bien, à quoi ressemblerait ma vie pour que je sois entièrement comblée et que je me mette un 10 sur 10 dans tous les domaines? C'est le moment là de se mettre au calme avec un cahier, un stylo et de laisser libre cours à son inspiration et à son imagination, sans se brider, sans se censurer. Surtout si vous faites l'exercice, ne vous limitez pas. C'est comment est-ce que vous vous voyez dans votre vie idéale? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Comment vous vous sentez en le vivant? Comment est-ce que vous vous sentez au réveil? Quelle serait une journée type dans votre nouvelle vie? Moi, j'ai écrit tout ça, vous voyez, mais tout ça, il n'y a pas d'objectif super précis que je voudrais atteindre dans 5 ans, 10 ans. C'est plutôt une description détaillée de tout ce que je voudrais ressentir dans chaque domaine. Je décris au présent la femme que je suis devenue, ce que je vis, ce que je fais, avec qui, avec un maximum de détails et, dans la mesure du possible, des détails qui impliquent tous les sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelles émotions ça me procure? Les odeurs, le toucher, tout ça. Rendez la description vivante. Alors comme je vous le disais, moi je ne veux pas forcément accomplir des trucs de folie, mais je me sens pas non plus faite pour une vie routinière. J'ai besoin d'avoir des projets à construire, à mener à bien. J'aime ça, j'en ai besoin, il faut que j'accepte que je fonctionne comme ça, c'est tout. J'ai besoin que ma vie ait du sens en fait, voilà, ouais c'est ça. Je suis faite pour partager mes expériences de vie et que ça serve à quelque chose et à inspirer les autres. Honnêtement, mon cerveau, il résiste souvent, hein. Et il préférerait me garder dans ma zone de confort et être connu, hein. Je me raconte régulièrement que ma vie de rêve, c'est finalement une petite vie tranquille dans la nature, avec des animaux, à passer l'hiver au coin du feu avec un petit chien sur les genoux, à cuisiner, à entretenir ma maison. Mais au fond, je sais que c'est un mensonge que je me raconte. Je sais très bien que ça ne peut pas me convenir sur le long terme et que c'est juste une façon de fuir le changement, en fait, et de ne pas aller vers mon plus grand potentiel. Il y a toujours un moment, de toute façon, où ce genre de quotidien ne me nourrit pas assez et où il me manque quelque chose. Et c'est pour ça que je m'interdis de reprendre un chien pour le moment, même si je sais que d'un certain côté, ça me ferait beaucoup de bien, parce que je me connais, il va devenir le centre de ma vie, il va souvent me servir de prétexte pour pas vivre à fond le chemin sur lequel je me sens appelée aujourd'hui.
Donc c'est difficile au quotidien de ne plus avoir cette présence, cette affection, cet amour inconditionnel, cette joie pure qu'un animal peut nous apporter. Mais je veux d'abord avoir mis en route ma nouvelle vie, avoir eu du temps pour ne penser qu'à moi, ou en tout cas pour me faire passer en priorité. Et je veux qu'avoir un animal, ce soit un plus, la cerise sur le gâteau, une fois que je serai déjà bien à ma place et épanouie dans ma vie. Je veux pas que mon chien il soit là pour combler un manque ou pour guérir quoi que ce soit. Voilà. Donc concrètement, sans vous donner tous les détails de ce que je veux comme vie, moi, ouais, je veux une vie simple, hein, facile, fluide. Le domaine le plus important pour moi, vous l'aurez compris, c'est ma contribution, l'épanouissement personnel. Mais pour ça, il me faut aussi un corps en bonne santé, il me faut aussi suffisamment d'argent. Donc en fait, voilà, c'est tout ça que j'ai écrit dans mes, je sais pas, j'ai une dizaine de pages manuscrites là sur les différents domaines de ma vie. Et puis bah, de toute façon, j'aurai l'occasion dans les différentes vidéos, les différents épisodes de cette série de vidéos, comme je vous l'ai dit précédemment, que j'ai intitulé En chemin vers ma vraie vie, je reprendrai en fait chaque objectif. C'est pas des objectifs clairs comme, je sais pas, monter un business ou avoir tant d'argent par mois. C'est vraiment un ensemble de, oui, de qui je veux devenir. Je veux devenir une femme épanouie, puissante, heureuse, qui se sent légère, libre. Voilà, c'est tout ça. Voilà, voilà, voilà. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite synthèse sur le chemin de vie 22. Surtout, je lui ai demandé ce qui pouvait se passer si un 22 ne suivait pas ses aspirations. Sa réponse est assez édifiante. J'ai l'impression qu'il a lu en moi comme dans un livre ouvert. Je vais vous lire ça. En numérologie, le chemin de vie 22 est considéré comme un maître nombre, souvent appelé le maître bâtisseur. Il porte un potentiel très élevé, mais aussi des exigences intérieures très fortes. Une personne avec un chemin de vie 22 peut avoir une vie simple, une routine stable, puisque c'est ce que je lui ai demandé, et cela peut très bien lui convenir à certaines étapes de vie. Mais intérieurement, quelque chose manque souvent. Avec le temps, beaucoup de 22 ressentent une impression de ne pas être à leur place, une frustration difficile à nommer, le sentiment de passer à côté de quelque chose, une fatigue morale sans raison apparente. Pas parce que la vie est mauvaise, mais parce qu'elle est en dessous de leur potentiel profond. Le 22 a du mal à se contenter de peu parce qu'il porte en lui une vision large, un besoin de construire, structurer, transformer, et une mission qui dépasse l'individuel. Même s'il n'en est pas conscient, son âme réclame plus de sens. Ce n'est pas une question d'ambition sociale ou d'ego, c'est une question d'alignement intérieur. Que doit faire un chemin de vie 22 pour se sentir épanoui ? Passer à l'action et oser matérialiser ses idées. On en revient à ce que je disais quand j'accomplis plus, quand je stagne, je m'éteins. Accepter ses responsabilités, il est naturellement appelé à des rôles de leader, organisateur, bâtisseur, visionnaire pragmatique. Fuir ses responsabilités génère frustration et mal-être. S'entourer de personnes fiables, le 22 ne peut pas tout porter seul. Il s'épanouit en déléguant et en travaillant avec des personnes ancrées dans le réel. Ça, c'est clair, c'est quelque chose que j'aimerais depuis longtemps, mais je ne trouve pas vraiment les personnes qu'il me faut. J'aurais adoré pouvoir travailler en famille ou avec mon mec qui s'intéresse à mes projets, qui s'y implique, quoi. Sans parler de l'aide que ça pourrait m'apporter de travailler à deux. C'est surtout au niveau de la motivation que ça me porterait beaucoup. Dans mon ancienne vie, dans mon ancien business, il y a ma mère qui a travaillé avec moi pendant un temps. Je lui déléguais l'envoi des commandes, le service après-vente. Elle faisait aussi tout ce qui était compta. Mais du coup, on se faisait aussi des petites réunions où je lui parlais de mes idées futures. Enfin voilà, j'étais portée, je trouve, par ce... Ça crée une émulation. Enfin, et du coup, ouais, la période où j'ai pu où j'ai pu partager ma vie d'entrepreneur avec une associée, c'est la période où mon business a le mieux marché, quoi. Parce que ouais, j'ai besoin de ça, je m'en rends compte. Et il va vraiment falloir que je travaille ce côté-là pour attirer un binôme. Donc, qu'est-ce qu'il disait d'autre ? Quand il n'est pas aligné, le 22 peut ressentir de la surcharge mentale, de la procrastination chronique. Aïe, 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 complètement, je connais. L'impression de porter le monde sur ses épaules, le sentiment d'échec ou d'illégitimité. Cela signifie souvent qu'il n'ose pas encore sa vraie mission. En résumé, pour se sentir épanoui, une personne en chemin de vie 22 doit construire quelque chose de durable, servir une vision collective, accepter sa puissance, agir avec méthode et patience, s'autoriser à être humaine, imparfaite mais engagée.
Quand un 22 se rétrécit, quand il choisit une vie trop étroite pour lui, il peut se sous-estimer, s'auto-saboter, devenir amer ou désengagé, ou chercher des échappatoires, distraction, fuite mentale, parfois dépendance. Il ne se sent pas mal à cause de sa vie, il se sent mal parce qu'il ne s'y investit pas pleinement. La vraie clé, ce n'est pas la taille de la vie, c'est pour ça d'ailleurs que je dis que j'aspire pas forcément à une vie extraordinaire. C'est pas la taille de la vie, mais c'est le sens qu'on y met. Un chemin de vie 22 peut être épanoui dans une vie simple, si et seulement s'il sait pourquoi il fait ce qu'il fait, s'il met sa vision au service de quelque chose et s'il construit, même à petite échelle. Ce qui est difficile pour un 22, se résigner, vivre sans vision et se dire c'est suffisant pour tout le monde, donc pour moi aussi. Parce qu'au fond, il sait que non. Franchement, moi, ça me fait beaucoup de bien de savoir que ce que je ressens est normal, entre guillemets. Du coup, je vous invite aussi à regarder vous aussi quel est votre chemin de vie et quels sont les grands traits, les missions, les choses à travailler qui découlent de ce chemin de vie et surtout vos besoins essentiels. Moi, je ne suis pas une experte en numérologie, donc je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Juste, je peux vous dire que pour calculer votre chemin de vie, vous devez additionner les chiffres qui composent votre date de naissance. Si vous êtes né le 13 avril 1974, vous faites 1 plus 3 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4, c'est le calcul horizontal, ou 13 plus 4 plus 1974, c'est le calcul vertical. Et ça vous donne un chiffre entre 1 et 9, exception faite pour le 11, le 22 et le 33 qu'on ne réduit pas, parce que c'est ce qu'on appelle des maîtres nombres. Donc dans mon exemple, si vous êtes né le 13 avril 1974, je ne vais pas le faire de tête, 13 avril 1974, ça fait 1991, 9 et 9, 18, 19, 20, 20 on réduit 2 plus 0, ça fait 2. Et si vous tombez sur un chemin de vie 2, 4 ou 6, c'est important de faire votre calcul avec les deux modes de calcul, c'est-à-dire horizontalement et verticalement, pour ne pas passer à côté d'un maître nombre. Donc là, comme je tombe sur 2, je fais faire aussi le calcul horizontal, donc 1 plus 3 plus 4 plus 1 plus 9 plus 7 plus 4 égale 29, 9, 9 et 2, 11. Typiquement, voilà, dans mon exemple, on tombe sur 11. Vous voyez, mon exemple est parfait. Il montre qu'avec des modes de calcul différents, on tombe sur un maître nombre. Et si j'avais fait le calcul uniquement en vertical, jour plus mois plus année, je trouve 2. Donc voilà, faites vos propres recherches et calculs si ça vous intéresse pour vous-même. Et du coup, en parlant de numérologie, chaque année a aussi une vibration spécifique qu'on trouve en additionnant les chiffres qui la composent. Donc 2026, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, et donc on réduit, ça fait 1. Donc on est dans une année universelle 1. C'est-à-dire que tout le monde est influencé par cette vibration du 1 cette année. Là encore, je vous laisse aller chercher à quelle énergie correspond chaque nombre. Là, le 1, ça veut dire début d'un nouveau cycle de 9 ans. C'est-à-dire que les maîtres mots de l'année 2026, c'est renaître, c'est oser, c'est initier. Donc l'année 1 invite à prendre des décisions fondatrices, à oser prendre des décisions qu'on repoussait parfois depuis des années. Avec ces vidéos, on est clairement dans cette énergie, pas vrai ? Et en plus de l'année universelle, on peut aussi calculer notre année personnelle. Là, c'est l'addition de notre jour de naissance et de notre mois de naissance avec l'année universelle. Pour reprendre mon exemple d'une personne née le 13 avril 1974, son année personnelle en 2026, c'est 13 plus 4, plus le 1 de l'année universelle, ce qui donne 9. Donc là, vous chercherez sur Internet, chaque chiffre apporte une énergie spécifique et qui donne un peu le ton de votre année, en tenant compte bien sûr aussi de l'année universelle. Bref, moi, en 2026, je suis en année personnelle 3. Et l'année 3, globalement, c'est une période de créativité, d'expression, marquée par une énergie optimiste, expansive. Voilà. Écoutez, moi j'en veux bien de l'optimisme cette année, parce que ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à sourire et à avoir envie de me lever le matin. Alors il y a l'hiver, il y a le mauvais temps, les jours plus courts, il y a eu la mort de Gizmo, bien sûr. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi la ménopause qui entre en jeu et peut-être mes hormones qui me jouent des tours. Parce qu'en fait, ça a commencé avant la mort de Gizmo. Ça a commencé fin juin, mon petit épisode de déprime.
Donc, ouais, je me demande si c'est pas mes hormones qui me joueraient des tours, notamment dans le fait que je sois à fleur de peau en permanence avec le cœur toujours prêt à déborder de larmes. Bref, l'année 3, c'est souvent associé à la Renaissance. Magnifique, j'adore. Et j'aime bien faire des liens, moi. Je ne peux pas m'empêcher de repenser aussi aux zonas que j'ai déclenchées au mois d'octobre. Alors oui, j'étais à haut risque de zona à cause de mon immunité au raz des pâquerettes. Et oui, ça peut aussi être déclenché par mon état émotionnel, puisque ça a directement fait suite à la mort de mon chien. Et c'est vrai que ça apparaît souvent dans des périodes de grand stress comme ça, comme un deuil. Donc rien d'incohérent dans ma situation. Mais quand on regarde au niveau symbolique des maladies, je vais vous lire, ça ira plus vite. Le zona peut être perçu comme un message spirituel, un appel à écouter nos besoins profonds et à prendre soin de notre monde intérieur. Il peut éclater à la suite d'un conflit intérieur majeur, où une partie de nous est en lutte avec une autre. Ce tiraillement peut naître de diverses situations, devoir faire un choix de vie important et se sentir paralysé, ou être pris entre ses propres désirs et ses obligations familiales et sociales. Si vous avez écouté ma vidéo précédente, vous comprendrez que c'est tout à fait ça en ce qui me concerne. La mort de Gizmo, ça a remis beaucoup de choses en moi, notamment parce que c'est arrivé brutalement à un moment où je prenais la décision de me faire passer en priorité. Et bêtement, quand il est mort, j'ai pas pu m'empêcher de culpabiliser, de me dire que j'avais manifesté sa disparition, en fait, pour me rendre plus libre et pour me permettre de faire ce que j'avais envie de faire. Et ça, je l'ai mal vécu, parce que bien évidemment que je voulais pas qu'il meure, hein. Bref, le zona est un feu qui brûle et il peut être vu comme un processus de purification. Il oblige à s'arrêter, à ralentir et à se recentrer sur soi. Le feu détruit ce qui n'a plus lieu d'être, mais il prépare aussi le terrain pour le renouveau. Tu quittes ton ancienne peau, une ancienne manière d'être ou de vivre, pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus ajusté à toi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ça ? Le zona arrive souvent après des épreuves, un deuil, un changement de vie, ou simplement une période où quelque chose se termine, pour permettre un nouveau départ. Le corps est un allié de transformation. En t'immobilisant un peu, en t'obligeant à ralentir, il t'offre un espace pour te régénérer, tant sur le plan nerveux qu'émotionnel. La phase de cicatrisation est symbole de renaissance, de retour à soi plus authentique. Et c'est marrant parce qu'en plus de ça, il y a quelques temps, quelques semaines, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de rechercher la symbolique de mon prénom, Nathalie. Et c'est incroyable que j'ai jamais regardé ça plus tôt d'ailleurs, parce que je me suis intéressée à plein de choses, mais pas à mon prénom. Et là, j'avoue que je suis tombée un petit peu sur les fesses. Plutôt que de vous le dire comme ça de mémoire, là aussi, je vais directement vous lire ce que j'ai trouvé. Nathalie, c'est la douceur du renouveau. Mince, ça ne s'invente pas quand même, hein. Celle qui éclaire les autres, souvent sans s'en rendre compte. Une âme solaire qui apprend à se choisir sans perdre sa lumière. Natalis égale naissance, égale nouveau départ, un cycle qui recommence, une âme qui trouve enfin sa place. Dingue. Et moi, je découvre ça alors qu'on est en année 1, quoi. On entre, avec l'année 1, on entre justement dans un nouveau cycle et qu'on est dans cette énergie de commencement. Ça fait référence à la naissance du Christ. Même si on n'est pas branché religion, ça pose une atmosphère. C'est un prénom qui annonce quelque chose, qui prépare un passage. Consciemment ou non, ce prénom fait bouger les lignes. Il y a toujours un moment où Nathalie pousse une réflexion qui percute, elle capte, elle ressent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a du mal à trouver sa place. Trop d'intuition, trop de questions existentielles, une envie de comprendre ce qui ne se voit pas. Ce prénom porte un cycle en lui. Il suit le mouvement du temps, il se transforme. Il ne peut pas rester figé. Une Nathalie qui stagne, c'est une Nathalie qui étouffe. Ah mais c'est dingue, c'est mes propres mots. Nathalie est là pour réveiller quelque chose. Ce prénom porte une mission. Il invite à oser. On dirait que tout me ramène à cette idée de renaissance en ce moment. Ouais, c'est ça. Laisser mourir l'ancien pour renaître. Laisser mourir l'ancienne version de moi pour enfin incarner celle que je veux être. Et ça me fait complètement penser à la chrysalide. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressé au sujet, mais un papillon, c'est pas une chenille à qui il est poussé des ailes en fait, hein. La chenille, elle ne devient pas papillon en s'améliorant un petit peu. Elle n'essaie pas de devenir une version améliorée d'elle-même. Elle entre dans le cocon parce qu'elle y est poussée par une force plus grande qu'elle, hein. Je crois que c'est une hormone en fait qui lui dit que c'est l'heure. Et à l'intérieur du cocon, elle se désintègre complètement. Elle meurt vraiment en tant que chenille en fait. Et à partir du magma
voilà, c'est liquéfié, et à partir de ça se crée un papillon. Un insecte qui n'a plus rien à voir avec la chenille, mais qui pourtant conserve le même ADN. Donc pour la chenille, ce passage, il est ni confortable, ni rassurant, hein, ni visible. Et pourtant, il est nécessaire. Et la chenille, elle fait confiance au processus. Et ça nous montre que la Renaissance, ça demande du courage. Celui de laisser tomber les anciens rôles, les anciennes peaux. Et alors seulement le papillon émerge et peut déployer ses ailes. Et là encore, pour endurcir ses ailes et être capable de voler, il doit faire face à une étape encore un peu difficile, de percer le cocon. Donc quand on accepte de laisser mourir ce qui est plus vrai, pour enfin laisser émerger ce qu'on a toujours été au fond, transformer sa vie, changer de réalité, ça demande de changer d'identité, on l'a vu. Et on ne peut rien créer de nouveau dans sa vie si on reste la même personne avec les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes émotions, les mêmes habitudes, les mêmes comportements quotidiens. Il est nécessaire d'accepter ce passage par le vide, par l'inconfort, et des fois par la destruction apparente. Hein. Mais la Renaissance exige ça, accepter la fin de l'ancienne vie, la disparition de l'ancien moi. Il faut traverser ça avec confiance. Et savoir que ce n'est pas une perte, mais bien une préparation, quoi. Que c'est une étape qui peut faire peur, qui peut être douloureuse. On peut avoir l'impression qu'on vit un véritable chaos, que c'est la fin du monde. On n'a plus de repères, on n'a plus de certitude. On peut être tenté de faire machine arrière et de revenir à ce qu'on connaissait parce que justement c'est plus confortable. Mais si elle avait agi comme ça, si elle s'était accrochée à son ancienne forme et à tout ce qu'elle était, la chenille, elle pourrait pas voler. Eh ouais. Bon, je crois que je vais vous laisser sur ces belles paroles et surtout sur cette belle métaphore, parce que je crains que cette vidéo soit déjà bien trop longue. Je vous retrouve dans le prochain épisode, et n'oubliez pas qu'on n'est pas des victimes de la vie, on est des maîtres de notre réalité. Alors je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Couronne invisible, tête levée, je marche en reine, sûre de mes pas. Je me choisis, je me respecte, tout s'aligne autour de moi.